Je vous remercie d'être venu à si long nombre aujourd'hui et de me rejoindre du coup dans cette première journée, demi-journée régionale de la F2RSM consacrée aux troubles de personnalité borderline. Et donc cette journée va avoir l'intérêt de parler à la fois de soins et de recherche et de relier ces deux thématiques. Et notre objectif en organisant cette recherche, c'était vraiment de créer du lien entre les professionnels de la région et peut-être créer un élan de recherche et d'innovation tous ensemble pour les patients souffrant de troubles de personnalité borderline. Donc je vais vous présenter mon travail. Pour aujourd'hui, je vous ai fait une petite revue de littérature de la stigmatisation dans le trouble de personnalité borderline. Donc ce sera un diapo un peu triste mais animé. Donc on va parler de stigmatisation et de trouble borderline. On va revenir à partir de préjugés que j'ai entendus de la part de soignants sur les personnes ayant ce diagnostic, qu'ils soient franchement établis ou pas, la stigmatisation les concerne. Et on va essayer de les explorer un petit peu à travers la littérature scientifique et voir ce que ça vaut finalement ces stigmates. Donc déjà très rapidement, je vous redonne une petite définition de la stigmatisation systémique. Donc c'est quand un système sociétal, culturel et institutionnel, ici, qui nous représente nous autres les soignants, inhibe les opportunités, les ressources et le bien-être de ceux qui en sont les objets. Et donc là, les personnes borderline. Donc la stigmatisation va vraiment venir poser un frein sur leur développement, leur établissement. En effet, on a pas mal de chiffres qui reviennent selon lesquels les borderline seraient manipulateurs, selon lesquels ils seraient plus difficiles à soigner. Et du coup, je me suis penchée sur ce sujet. On va aborder tous ces mythes ou stéréotypes qui concernent la population borderline. Et je ne vais pas rentrer en détail en les listant parce qu'on est pressé par le temps. Donc pour commencer, on va parler d'un diagnostic illégitime. Cette idée que le trouble de personnalité borderline, ce serait quelque chose qui n'existe pas, une entité factice. Et en fait, tout ça, c'est lié entre autres, au fait que le comportement de la personne borderline est considéré sous l'angle moral avant l'angle symptomatique. On le voit très clairement avec les gestes auto-agressifs. On dit c'est pas bien avant de comprendre que c'est un symptôme de la pathologie qui s'exprime. Les soignants ont tendance à croire que les individus avec un trouble de personnalité borderline contrôlent leur comportement et sont responsables de leurs symptômes. Et donc forcément, on va avoir moins d'empathie. On va pas le prendre au sérieux parce que ce n'est qu'un mauvais comportement, qu'une mauvaise habitude, quelque chose comme ça, là où c'est vraiment un symptôme. Et la conséquence, c'est que donc, le patient n'est pas pris au sérieux. Et si le patient n'est pas pris au sérieux, on risque de ne pas faire non plus une annonce diagnostique. Le problème, c'est que cette annonce diagnostique, elle a un effet. Elle a un véritable effet documenté sur la personne avec un trouble de personnalité borderline. Elle va provoquer un soulagement. Et donc, si on n'a pas ce soulagement, on va se retrouver avec une personne qui erre, qui a une très faible estime d'elle-même, parce qu'encore une fois, on lui dit « c'est toi le problème, c'est pas ta maladie », et une absence de reconnaissance de sa souffrance. De même, on va avoir une perte de chance pour l'usager, parce qu'il ne va pas avoir accès aux soins adaptés, et il ne va pas non plus avoir accès à la communauté de pairs qui pourra l'aider à faire face aux troubles. Donc ça, c'est notre premier point. On continue sur où sont les hommes, cette idée que le trouble de personnalité borderline ne toucherait quasi exclusivement que des femmes. Et cette étude que je vous ai résumée en tableau, elle vient proposer qu'il y a un biais dans la pose de diagnostic, notamment en lien avec le fait que la colère est beaucoup plus acceptée et moins pathologisée chez les hommes. Globalement, un homme qui se met en colère, c'est un homme viril, alors qu'une femme qui se met en colère, c'est une hystérique. Et donc, il y a déjà ce biais dans le fait de poser le diagnostic, et il y a aussi des différences dans l'expression du trouble borderline selon le genre, avec des comportements de recherche de nouveautés chez les hommes versus des internalisations de souffrance chez les femmes. Les comorbidités sont différentes, plus de troubles de personnalité antisociaux et de troubles addictifs chez les hommes,
plus de dépression, anxiété, TCA, troubles somatiques fonctionnels chez les femmes. Et donc, on va avoir des populations qui vont certes être différentes du fait du genre, mais il y a des hommes borderline, c'est simplement qu'ils ne sont pas forcément comptabilisés. Troisième mythe, l'hospitalophilie. Donc, trop souvent, trop longtemps, l'hospitalophilie, c'est ce terme un peu général qu'on utilise pour décrire les personnes borderline qui resteraient trop à l'hôpital et choisiraient d'aller à l'hôpital. Et très clairement, la recherche, elle dit peut-être. Il y a peut-être trop d'hospitalisations et des hospitalisations trop longues chez les personnes borderline. Dans une étude, on a à peu près 5 fois par an et 50% d'hospitalisation au décours des passages aux urgences. On a quelque chose qui s'inscrit quand même dans nos têtes et qui se remarque. Mais la question, c'est pourquoi ? Pourquoi ils viennent ? Eh bien, on a une population avec un très haut taux de suicidalité et on est encouragé à hospitaliser les personnes qui sont suicidaires. Pourquoi ils viennent aux urgences avec leur suicidalité ? Parce qu'ils cherchent un lieu où ils vont pouvoir se remettre et stabiliser leur état. Et pourtant, on a pas mal de chiffres qui disent que l'hospitalisation est plutôt factrice de problèmes et qu'elles ne sont pas forcément efficaces. Et donc, on a ces personnes qui ont un retard diagnostique et qui manquent d'accès à des soins ambulatoires efficaces pour leur vécu suicidaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont pas de soins ambulatoires et ils ont une souffrance grandissante et une suicidalité importante. Du coup, ils vont aller surconsommer, si vous me permettez l'expression, les soins hospitaliers. Parce qu'ils n'ont pas accès à des soins ambulatoires efficaces. Et pourtant, il y en a. Et on va vous en parler aujourd'hui dans le cadre de trois de nos présentations. Mais par exemple, on va parler de GPM et de TCD. Maintenant, une autre petite réflexion que j'apporte. Il y a aussi dans la recherche cette idée qui revient chez les soignants que l'hospitalisation d'une personne borderline doit être longue. C'est une impression qu'on a qui a été retrouvée. Et je me demande personnellement si cette impression que l'hospitalisation doit être longue ne nous conditionne pas à hospitaliser longuement les personnes borderline. Pour rappel, on doit essayer d'éviter une hospitalisation de plus de 15 jours pour une personne borderline pour éviter de la sortir de ses traitements extra-hospitaliers s'il y en a et surtout de sa vie sociale et active. Alors, ça ne se guérit pas. Donc, c'est une maladie qui n'existe pas et en plus, on n'en guérit pas. Donc, guérir, qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, de nos jours, on parle plutôt de se rétablir d'une pathologie psychiatrique. Et le rétablissement, on peut décrire ça comme Zanarini, qui définit une rémission symptomatique associée à un bon fonctionnement social et vocationnel pendant 2 ans. Et ça, on peut y arriver en tant que personne borderline. Beaucoup d'études, et même des études relativement anciennes, montrent qu'avec le temps, vous allez avoir une diminution de la prévalence de la symptomatologie borderline sur tous les axes pathologiques du trouble borderline. Alors, il n'y a pas forcément une réduction à 0, ce qui équivaudrait plus fort à une guérison, mais on a une vraie diminution de l'impact. Une autre étude décrit 90% de rémission en 10 ans et 50% de rétablissement. Donc le rétablissement, encore une fois, rémission symptomatique plus bon fonctionnement social et actif. Et donc, pourquoi il est là, ce mythe que ça ne se guérit pas comme pathologie ? Probablement parce qu'on a une approche complètement biomédicale, dans laquelle on a une maladie, on la soigne avec un médicament, et ensuite, il n'y a plus la maladie. Et ça ne marche pas, malheureusement, dans le trouble borderline, croyez-moi, j'en suis la première désolée. Et le problème, c'est que cette approche-là, on va donner un médicament et ça va marcher,
elle fait une perte de chance chez les personnes borderline. Maintenant, beaucoup d'entre vous sont des cliniciens et peut-être vous vous direz oui, c'est une pathologie qui prend du temps, c'est une pathologie qu'on n'a pas le temps de traiter actuellement et qui a le temps de faire tout ça. Et je suis d'accord avec vous. Globalement, c'est une pathologie qui prend du temps. On l'a vu dans le tableau, là, dans le graphique, la diminution de la prévalence des symptômes, c'est sur 10 ans. Donc, soigner le trouble borderline, ça prend du temps. Mais il existe des traitements psychothérapeutiques qui font leurs preuves. Tout de même, un petit message important pour moi, il ne faut pas ignorer la souffrance que cela peut occasionner chez les soignants. C'est difficile de travailler pendant longtemps à quelque chose et de voir de très petites améliorations. Et donc ne pas ignorer la sensation d'échec ou d'inutilité des soignants qui est décrite et qui peut venir renforcer les stéréotypes contre la population borderline. Et toujours très important de travailler en équipe et d'essayer de se faire superviser, etc., pour ne pas porter la lenteur d'évolution de cette maladie uniquement sur notre dos. Et évidemment, qui a le temps, les patients aussi doivent vivre la lenteur d'évolution de la maladie, donc c'est important de valider les patients à tous les niveaux du soin. Quelque chose d'autre qui revient beaucoup, c'est cette idée qu'un patient borderline, il faut le cadrer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, un patient borderline, souvent, c'est désordonné, avec des comportements impulsifs qui vont dans tous les sens. Et on a envie, en bon français, de poser un cadre, de venir un petit peu resserrer autour pour avoir moins de désordre. Mais c'est un point de vue qui est moral et qui envisage le traitement comme éducationnel plutôt que soignant. Et du coup, il faut faire attention à ce qu'on fait. La rigidité, c'est l'inflexibilité, le manque d'adaptation et le manque de validation émotionnelle. La structure, c'est la prévisibilité, la cohérence, la fiabilité et des règles explicites. Et on a tendance à confondre ces deux notions. Le problème, c'est que la rigidité, elle a des conséquences très néfastes de dérégulation émotionnelle chez les personnes borderline. Donc, de façon générale, on peut suivre l'avis de Marshall Lineal, qui est d'être réceptif, d'être toujours en action-réaction vis-à-vis de la personne borderline que vous soignez. Plus précisément, comment on fait ? Parce que je juge, mais il faut bien quand même que je vous apporte des réponses. Déjà, on valide. On valide, ça veut dire reconnaître et accepter les sentiments, pensées, comportements et expériences internes d'une personne comme valides et compréhensibles. Globalement, c'est sûr que tous les comportements autodommageables ou même un peu impulsifs d'une personne borderline, on a l'impression qu'ils n'ont aucun sens, mais c'est important de venir les remettre dans la causalité de ce qui s'est passé pour la personne et de lui permettre de se rendre compte qu'en effet, elle a réagi d'une certaine façon suite à un certain stimuli. Donc, on valide, on ne dit pas que c'est vrai, que c'est une bonne... Enfin, on dit que c'est vrai, on ne dit pas que c'est forcément